En février 2025, l'Agence spatiale européenne a fait une chose qui n'arrive qu'une poignée de fois par an. Elle a doublé la file d'attente du télescope spatial James Webb. Sur Terre, chaque équipe de recherche patiente des mois, parfois des années, et se bat dans une compétition féroce pour obtenir quelques heures de temps d'observation sur cet instrument, l'un des plus demandés jamais construits. Cette requête-là a sauté toute la file. Elle a été validée en quelques jours parce qu'un caillou repéré 7 semaines plus tôt venait de recevoir la plus forte probabilité d'impact avec la Terre jamais enregistrée pour un objet de sa taille. Personne ne voulait être l'astronome qui déposait cette demande et tout le monde comprenait pourquoi il fallait la déposer. Voici le chiffre par lequel tout a commencé. Le 27 décembre 2024, un système automatisé de surveillance du ciel installé à Rio Hurtado, au Chili, un réseau appelé Atlas, repère un point lumineux, faible, en mouvement, que personne n'avait jamais catalogué. Atlas n'est pas là par hasard. Ce réseau de télescopes répartis dans les deux hémisphères pour qu'au moins un scrute toujours le ciel a été construit après une alerte brutale. En 2013, un objet que personne n'avait vu venir a explosé au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie, blessant plus d'1 millier de personnes, essentiellement à cause des vitres soufflées par l'onde de choc. Il mesurait à peine une vingtaine de mètres. Et il est arrivé sans le moindre avertissement, parce que rien, à l'époque, ne surveillait ce morceau de ciel d'assez près. Ce matin-là, des milliers de personnes se sont approchées de leurs fenêtres, attirées par l'éclair dans le ciel, une seconde avant que l'onde de choc ne fasse voler les vitres en éclats. C'est cette leçon, brutale, qui a donné naissance à des réseaux comme Atlas, ne plus jamais être pris totalement par surprise. Depuis, Atlas a repéré des milliers d'objets. L'immense majorité sont inoffensifs, mesurés et écartés en quelques jours. Ce travail discret, sans gloire, ne fait presque jamais les gros titres, précisément parce qu'il fonctionne. Celui-ci, les astronomes l'ont nommé 2024 IDR4. Les premières estimations lui donnaient une petite chance, presque banale, de heurter la Terre le 22 décembre 2032, de l'ordre de 1 sur 100. Un chiffre qui, seul, n'aurait guère dépassé le cercle des spécialistes habitués à voir défiler des centaines d'objets semblables chaque mois. Car des petits nombres, comme celui-là, on en enregistre en permanence et ils retombent presque toujours à zéro à mesure que les observations s'accumulent. Celui-ci n'est pas retombé, il a grimpé. Fin janvier, la probabilité monte à 1,2%. Mi-février, 2,1%. Puis, le 18 février 2025, le système de surveillance de la NASA affiche brièvement 3,1%. Le chiffre le plus élevé jamais atteint pour un astéroïde de cette taille, assez gros pour raser une ville s'il tombait en plein sur une zone habitée. Pour communiquer ce genre de risque, les astronomes utilisent une échelle, l'échelle de Turing, qui va de 0, aucune inquiétude, jusqu'à 10, catastrophe planétaire certaine. De 2024 IDR, 4 grimpent au niveau 3, défini comme une rencontre rapprochée méritant l'attention des astronomes. Jamais, dans l'histoire de la défense planétaire organisée, un objet n'avait atteint ce niveau et n'y était resté. Et ici, il faut s'arrêter parce que c'est le point qui déroute presque tout le monde quand on suit une histoire pareille en direct. Ces pourcentages qui montent dans les premiers jours ne veulent pas dire que le danger augmente. Ils veulent dire que l'incertitude diminue. Relisez cette phrase, parce que tout est là. Quand un astéroïde est découvert, les astronomes n'ont qu'une poignée d'observations. De quoi tracer une large bande de trajectoire possible, une zone d'incertitude étalée sur une immense portion d'espace. Imaginez une fléchette lancée dans une pièce sombre. Au début, vous savez à peine dans quelle direction elle est partie, un large cône de possibilités couvre presque tout le mur et la Terre n'est qu'une petite cible quelque part à l'intérieur de ce cône. À mesure que les observations arrivent, la pièce s'éclaire et le cône se resserre. Et si la Terre se trouve près du centre de cette zone qui rétrécit plutôt que sur son bord, la probabilité calculée grimpe. Elle grimpe jusqu'au moment où la bande devient assez fine pour soit engloutir la Terre, ce qui n'arrive presque jamais, soit la repousser entièrement hors de ses limites. Et c'est très exactement ce qui s'est passé ici, fin février. C'est à ce moment que l'Agence spatiale européenne a pris sa décision. Interrompre le programme de Webb. Il existe une petite réserve de temps, mise de côté hors du processus habituel pour les vraies urgences, celle où attendre le comité reviendrait à rater l'observation pour de bon. On ne l'utilise qu'une poignée de fois par an. Demander ce temps, c'était plaider en direct qu'un caillou repéré 7 semaines plus tôt méritait de passer devant des projets de recherche préparés pendant des années. Pensez à la position humainement inconfortable de ceux qui ont porté cette demande. D'un côté, des collègues qui attendaient depuis des années leur créneau pour observer une galaxie lointaine ou la naissance d'une étoile. De l'autre,
Un rocher dont on ne savait même pas la taille avec certitude et une date 2032 encore lointaine. Il n'y a pas de bonne façon de dire à toute une communauté « mettez votre science en pause, celui-ci passe d'abord ». Mais tout le monde a compris. Parce que la seule chose pire que d'interrompre le programme, c'était de laisser filer la fenêtre et de ne jamais avoir la réponse. Pourquoi Webb précisément? Parce que les télescopes au sol ne voient un astéroïde que par la lumière du Soleil qui rebondit sur sa surface. Or, un petit caillou très brillant et un gros caillou très sombre peuvent renvoyer exactement la même quantité de lumière. Résultat, la taille reste dangereusement floue. Webb, lui, ne voit pas la lumière réfléchie. Il voit la chaleur, le rayonnement infrarouge que l'objet émet directement. Il pouvait donc mesurer la vraie taille, que la surface soit claire ou sombre. Et cette taille change tout. Un rocher de 40 mètres et un rocher de 90 mètres, ce ne sont absolument pas les mêmes conséquences. Pendant que la demande de temps d'urgence suivait son cours, les nouvelles du sol s'amélioraient déjà. Le 19 février, la probabilité d'impact tombe à 1,5%. Le lendemain, à 0,27%. Fin février, un impact terrestre à la date de 2032 est pratiquement écarté et le niveau de Turin retombe à 1 puis à 0. La planète, en réalité, n'avait jamais été en danger sérieux. L'incertitude, simplement, avait été assez large ces premières semaines pour contenir une petite mais réelle possibilité de catastrophe. Webb a tout de même observé en mars 2025. Non plus parce que la Terre était menacée, mais parce que la question de la taille restait ouverte et que les scientifiques voulaient tester si Webb pouvait servir d'instrument d'urgence pour la défense planétaire. Le résultat est tombé net. 2024 ISIE-R, 4 mesures entre 53 et 67 mètres. La hauteur d'un immeuble d'une quinzaine d'étages. Cela réduisait de plus de moitié la fourchette précédente et cela réglait au passage un vieux débat sur la réflectivité de sa surface. Une seule série de mesures de chaleur et le flou s'effondrait. Et si vous suivez la chronologie, on est ici à peu près au milieu de l'histoire. C'est exactement là que la plupart des médias ont cessé de suivre, juste au moment où le risque terrestre atteignait 0. Or, la partie la plus intéressante ne faisait que commencer. Parce qu'avec la taille connue et la Terre définitivement hors de cause, les astronomes se sont posé une deuxième question, presque en passant. Où exactement se trouverait 2024 IR4 le 22 décembre 2032? En combinant les données de Webb et celles du sol, le centre de la NASA dédié aux objets géocroiseurs a recalculé la position la plus probable de l'astéroïde à cette date. Et cette précision nouvelle a révélé une chose que l'estimation plus floue avait complètement manqué. Il existait désormais une possibilité mesurable que l'astéroïde frappe non plus la Terre, mais la Lune. En février, avant Webb, cette probabilité d'impact lunaire tournait autour d'1,7%. Le 2 avril, avec les données de Mars, la NASA la relève à 3,8%. Puis, le 3 juin, Webb capture une dernière observation avant que l'astéroïde ne devienne trop faible pour être suivi. Ce dernier point de mesure améliore encore la position et pousse la probabilité d'impact lunaire à 4,3%, son maximum, une chance sur 23 de frapper la Lune et plus aucun moyen de vérifier avant près de 3 ans. Pourquoi ce scénario a-t-il troublé les scientifiques plus encore que la frayeur terrestre initiale alors même que le danger physique était plus faible? Parce qu'un impact lunaire ne toucherait pas la Terre et ne modifierait même pas l'orbite de la Lune tant l'écart de masse est colossal. Mais ce ne serait pas rien pour autant. La Lune n'est plus le désert vide d'autrefois. Plusieurs pays et entreprises privées y prévoient ou y installent déjà des équipements à la surface dans cette nouvelle vague d'activité lunaire tournée vers le pôle sud. Un impact de cette taille projetterait un panache de débris, peut-être visible depuis la Terre, avec du matériel amateur, et menacerait tout matériel, voire tout astronaute, proche du point de chute, sans parler des satellites de l'espace cislunaire dont dépendent de plus en plus nos communications. Et ce serait un événement scientifique sans précédent, la première fois dans l'histoire que l'humanité assisterait à l'avance, à une date connue, à l'impact d'un astéroïde de 60 mètres sur un autre monde. Un quasi-accident transformé en la formation de cratères la mieux documentée jamais observée par notre espèce. Il faut être honnête sur un mot, ici. Les médias, en direct, ont abondamment employé une expression que la NASA, elle, n'a jamais officiellement utilisée. Tueur de ville. Le terme décrit à peu près la bonne catégorie de taille, mais il a exagéré le risque réel à presque chaque étape. Car même à 3,1%, l'issue de très loin la plus probable restait un passage sans encombre. Et les chances qu'un impact tombe pile sur une ville plutôt que sur un océan, un désert ou une terre inhabitée qui couvre l'écrasante majorité de la surface n'ont jamais fait partie du calcul des gros titres.
Retenez cet écart entre le sensationnalisme et le message officiel mesuré. C'est précisément cet écart qui rend ce genre d'histoire si facile à déformer, dans un sens comme dans l'autre. Et puis, l'astéroïde a fait exactement ce que la NASA avait annoncé. Il a disparu. À partir de juin 2025-2024, Eagle R4 était trop loin et trop faible pour être suivi par quelque télescope que ce soit, sur Terre ou en orbite. Retour prévu, pas avant 2028. Pendant près d'un an, ce chiffre de 4,3% est resté le dernier mot, figé dans les registres officiels, tandis que l'objet lui-même dérivait, invisible, le long d'une orbite qui n'existait plus que sur le papier, dans des équations que personne ne pouvait confronter à la réalité. Une drôle de suspension pour une histoire aux enjeux réels. Un cliffhanger scientifique, sans date de sortie pour le chapitre suivant. Sauf que ça n'était pas censé rester le dernier mot aussi longtemps. En février 2026, une équipe internationale menée par l'astronome Andy Rifkin du laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins avec des chercheurs du MIT a identifié deux étroites fenêtres où Webb pourrait, contre toute attente, détecter quelque chose d'aussi faible des années avant le retour prévu. L'astuce reposait sur une mission européenne, Gaia, qui a passé une décennie à cartographier avec une précision extraordinaire la position de près de 2 milliards d'étoiles. Si Webb parvenait à saisir 2024 YR, 4 juste au moment où il passait devant un champ d'étoiles catalogué par Gaia, on pouvait mesurer sa position par rapport à ses repères d'une précision inégalée. Même avec un astéroïde à peine perceptible. Une aiguille si faible qu'il fallait en même temps le bon timing et le bon fond d'étoile pour seulement tenter le coup. Les 18 et 26 février 2026, Webb a réussi exactement cela, réalisant ce qui allait devenir la détection confirmée la plus faible d'un objet géocroiseur de toute son histoire. Un exploit technique à part entière. L'équipe devait non seulement calculer quand l'astéroïde serait assez brillant pour être capté, mais aussi quand il croiserait un fond contenant assez d'étoiles de référence utilisables. Une coïncidence de timing et de géométrie qui ne s'est ouverte que 2 fois. En combinant ces mesures à toutes les observations remontant jusqu'à la découverte de décembre 2024, l'équipe a resserré la position de l'astéroïde d'un facteur d'environ 12. Le 5 mars 2026, la NASA annonce le verdict. 2024 IGOC-R 4 passera à environ 21 000 km de la Lune, à quelques centaines de kilomètres près, largement hors de toute possibilité d'impact. La collision lunaire, un instant monté à une chance sur 23, avait disparu. La NASA est allée plus loin. En prolongeant son modèle orbital sur un siècle entier, elle n'a trouvé aucun risque significatif pour la Terre non plus. La probabilité d'impact terrestre en 2032 se chiffre désormais autour de 1 sur 20 000. Dans le langage de la défense planétaire, c'est assez proche de zéro pour clore le dossier. Alors, qu'est-ce qui reste de cette histoire? Bien plus que le casier vierge d'un seul astéroïde. Ces 18 mois sont devenus, presque par accident, le premier test grandeur nature de toute la chaîne moderne de défense planétaire. De la découverte automatisée à la communication publique du risque, jusqu'à l'usage d'urgence du télescope le plus avancé jamais construit. Et à chaque étape, aussi inconfortable qu'elle ait paru de l'extérieur pendant que les chiffres montaient, le système a fait exactement ce pourquoi il avait été conçu. La découverte a eu lieu avec des années d'avance, pas des jours. L'évaluation du risque a été mise à jour honnêtement, même quand les nouvelles étaient dérangeantes, au lieu d'être lissées pour rassurer. Et quand les instruments au sol ont atteint leurs limites, un instrument plus puissant a pris le relais, 2 fois. Mais il faut aussi être honnête sur la part de cette histoire qui n'a rien de rassurant. Pendant plusieurs semaines, en février 2025, des astronomes professionnels, avec les meilleures données disponibles, ne pouvaient réellement pas exclure une chance de 3% d'un impact capable de détruire une ville 7 ans plus tard. Cette incertitude n'a pas été fabriquée pour les gros titres. Elle reflétait la vraie limite de la vitesse à laquelle on peut caractériser l'orbite d'un objet fraîchement découvert avec les seuls télescopes au sol. Et c'est là que cette histoire compte bien au-delà d'un caillou. La NASA a une mission construite pour ce scénario précis. En septembre 2022, la sonde DART a délibérément percuté un petit satellite d'astéroïde, Dimorphos, pour modifier son orbite et prouver que l'humanité peut, en principe, dévier un astéroïde à condition d'être prévenue à temps. Avant l'impact, les modèles prévoyaient de raccourcir l'orbite de Dimorphos d'environ 7 minutes. Le changement mesuré a été de plus de 30 minutes. Plus de 4 fois l'attendu parce que l'impact a soulevé un panache de débris dont l'élan a ajouté sa propre poussée. Un résultat qui a surpris jusqu'aux ingénieurs qui l'avaient modélisé pendant des années.
Et cet écart entre la prévision et la réalité est justement le rappel qui compte ici. Même une mission longuement préparée réserve des surprises. DART a montré qu'on pourrait peut-être dévier un objet, mais une déviation ne fonctionne que si l'on voit venir l'impact des années à l'avance avec assez de précision pour agir. 2024 = R4 n'a pas été un test de notre capacité à arrêter un astéroïde. Ça a été un test de notre capacité à en voir un assez clairement, assez tôt, pour savoir si l'arrêter deviendrait un jour nécessaire. Et ce test a failli échouer dans les premières semaines de février 2025 avant de réussir 18 mois plus tard. L'Europe ne traite pas non plus l'épisode comme une frayeur isolée. L'Agence spatiale européenne prépare une mission, NEOMIR, un télescope spatial infrarouge dédié conçu pour repérer les objets comme 2024 R4 des années plus tôt que les systèmes au sol. Car ces systèmes, aussi bons soient-ils, partagent un angle mort structurel. Ils ne peuvent pas voir les astéroïdes qui arrivent du côté du Soleil, noyés dans son éblouissement, comme on ne peut pas repérer un avion passant pile devant le disque solaire. Une plateforme infrarouge bien placée entre la Terre et le Soleil pourrait surveiller précisément cette direction que le sol ne couvre pas et ajouter des années d'avertissement. Ce qui reste vraiment ouvert, au-delà d'un astéroïde désormais blanchi, c'est combien d'objets comme lui restent là dehors, non catalogués, sur des orbites que personne n'a encore tracées. Chacun un futur février 2025 en puissance, avec peut-être moins de préavis. Les estimations suggèrent que l'écrasante majorité des astéroïdes de cette taille, assez gros pour dévaster une ville, mais trop petits pour menacer la civilisation entière, restent à découvrir simplement parce qu'ils sont trop faibles pour être vus tant qu'ils ne passent pas exceptionnellement près. Les relevés actuels, dont le tout nouvel observatoire Vera Rubin au Chili, vont fortement accélérer le rythme des découvertes dans les années à venir, cataloguant potentiellement des dizaines de milliers de nouveaux objets géocroiseurs. Ce qui veut dire plus de titres comme celui-ci, pas moins, et ce n'est pas un échec du système. C'est le système qui fonctionne. Trouver les cailloux assez tôt pour qu'une frayeur de 3% en février se dissolve tranquillement en une broutille au printemps suivant plutôt que d'arriver sans aucun avertissement. Ce qu'on sait, à l'été 2026, c'est que le télescope bâti pour photographier la naissance des toutes premières galaxies a passé une partie de l'an dernier et une partie de cette année pointée sur quelque chose de bien moins poétique. Un rocher de 60 mètres roulant dans le noir sur une trajectoire de collision avec rien du tout finalement. Mais assez proche d'une vraie réponse, assez longtemps, pour que personne ne se détende avant que les calculs ne l'autorisent enfin. Webb n'a pas détecté un monstre. Il a détecté exactement ce qu'il était fait pour détecter, avec assez de précision pour transformer une vraie inconnue en une réponse sûre, ennuyeuse, rassurante. Le genre de découverte que personne ne souhaitait avoir à faire et que tout le monde a été soulagé d'obtenir. Il existe une version de cette histoire où la fin est différente et elle mérite qu'on s'y arrête un instant. Non parce qu'elle s'est produite, mais parce qu'elle est la raison même de l'existence de toute cette infrastructure. Si Atlas n'avait pas repéré 2024 R4 en décembre 2024, si les probabilités avaient continué de grimper au lieu de s'effondrer fin février, si le temps d'urgence de Webb était allé à une autre demande, alors le monde aurait passé des années, et non des semaines, à vivre avec une menace crédible d'impact à l'échelle d'une ville, à une date connue, sans aucun moyen de raccourcir l'attente. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le système a fonctionné, du début à la fin, de la découverte à la résolution, en 18 mois. Non pas parce qu'une seule institution avait tout planifié à la perfection, mais parce qu'un relevé chilien né d'une frayeur précédente a capté l'objet à temps, parce que des dizaines d'observatoires sur plusieurs continents ont continué à fournir des données semaine après semaine, parce que 2 agences spatiales ont décidé, sans tapage, qu'un caillou à 3% méritait de passer devant la science programmée, et parce qu'on a demandé au même télescope de résoudre le même problème 2 fois, à 1 an d'écart, et qu'il a livré une réponse nette les 2 fois. Le prochain objet de ce genre, et il y en aura un, n'aura pas le choix, ce sera à ceux qui construisent ces instruments aujourd'hui de faire en sorte que le système soit prêt à temps. Si vous voulez suivre ce que l'Observatoire Rubin et la mission NEOMIR vont débusquer à mesure qu'ils entrent en service, abonnez-vous. C'est la meilleure façon d'attraper la prochaine de ces histoires vers son milieu, plutôt qu'à son tout début ou à sa toute fin. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez avoir entendu parler de 2024 R4 quand les probabilités montaient, et si vous aviez eu la suite, celle sur la Lune, qui a bien moins circulé, et si quelqu'un autour de vous croit encore que cet astéroïde est une menace, parce que c'est souvent là
que l'histoire s'arrête en ligne, figée sur le premier titre venu, envoyez-lui la vraie fin.